Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée et consultante. Je suis aussi autrice du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains. Aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Marie-Ève Marchand. Marie-Ève est autrice du livre Vivre en dialogue à l'heure du texto. Alors, je vous le montre, voilà. Et Marie-Ève est vraiment une figure très importante de mon développement professionnel et personnel. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir, Marie-Ève. Bonjour, comment ça va? Ça va, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette belle expérience que tu as mise sur pied. Là. Oh, merci, Marie-Ève. Tu sais, l'idée, c'est vraiment de créer des occasions de partage, Oui. vraiment qui sont en toute simplicité, puis en toute convivialité, et vraiment, dans le fond, pour apprendre et au bénéfice, dans le fond, des gens qui nous écoutent, à mon propre bénéfice aussi, parce que j'apprends énormément. Alors, ben écoute, Marie-Ève, on se connaît. Moi, je t'ai rencontrée dans les années, au début des années 2000. Je me souviens de toi. Tu faisais une présentation au réseau de co-développement et d'action-formation que je coordonnais à l'époque. Et tu avais fait une présentation sur l'action learning. Ensuite, j'ai eu la joie aussi de t'avoir comme enseignante dans un cours pouvoir, autorité et leadership à l'Université Laval. Et dans ce cours-là, c'est toi qui m'as fait découvrir l'exploration collaborative, la théorie U, les ordres de conscience et évidemment l'art du dialogue. Alors, ce sont des pratiques aujourd'hui que j'utilise énormément, là, qui sont à la base de mes interventions. Et c'est toi qui me les as fait découvrir. Puis maintenant, depuis 2 ans, on fait du dialogue ensemble. Tu facilites un groupe de dialogue et voilà, et j'ai vraiment l'heureux plaisir d'y participer. Alors, finalement, ben, je pensais à toi aujourd'hui, puis je me disais, mais tu es vraiment une avant-gardiste. Tu as vraiment défriché, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est toutes des pratiques qui sont en plein essor. Oui, en fait, c'est drôle parce que j'ai travaillé beaucoup avec un collègue qui s'appelle Mario Caillé, et puis on est allé se faire former dans des pratiques qui étaient déjà un peu ancrées aux États-Unis, mais quand on est arrivé à l'Université Laval pour enseigner la méditation, par exemple, il fallait mettre des papiers bruns dans les vitres des classes pour pas que les autres étudiants voient. J'avais l'impression que tout le monde dormait pendant nos cours, mais c'était à l'avant-garde à ce moment-là. Puis maintenant, dans les facultés de gestion, on enseigne la méditation, on enseigne le dialogue, c'est particulièrement la forme de dialogue de Bohm. C'est une forme très exigeante. Et puis, je pense que l'époque dans laquelle on est fait qu'on a vraiment besoin d'aller questionner de la façon dont David Bohm a présenté le dialogue. Hmm. On va en parler du dialogue, puis on va aussi parler de pourquoi le dialogue. Mais avant, j'aimerais ça peut-être que tu nous fasses un petit résumé ou un petit bilan là, de ton cheminement professionnel à toi. Ah. Ben, mon premier métier, j'étais criminologue. Alors, j'ai travaillé dans les pénitenciers, j'ai été agent de libération conditionnelle et j'avais vraiment un sens de la justice sociale. Quand j'étais jeune criminelle, parce que c'était mes premières années professionnelles. Et quand j'allais dans les pénitenciers, j'étais frappée par ceux qu'on jugeait comme les mauvais et qui étaient ces bons qui envoyaient d'autres dans les prisons. Et ça me fait tout un questionnement sur comment on choisit les valeurs dans une société, comment on punit, comment on récompense et tout. Et éventuellement, mon intérêt pour la psychologie m'a amené aussi à étudier la thérapie gestalt. Alors, je suis devenue thérapeute. Et là, j'étais criminologue et thérapeute. Et puis, la fonction publique fédérale est venue me chercher pour enseigner des cours de gestion au cadre supérieur, mais tout ce qui est les aspects de la relation humaine en gestion. Et ça Hmm. m'a lancée dans le domaine de la gestion. Et là, j'ai vraiment évolué beaucoup avec les gens qui étaient à la fine pointe, comme Peter Senge, qui avait écrit sur l'organisation apprenante et tout. Alors, je suis vraiment passée, le fil conducteur de
toute ma carrière, c'est la psychologie humaniste. Et éventuellement, ça a été une forme de spiritualité, mais pas une spiritualité qui est, comment je pourrais dire, qui est liée à une forme de religion. Ou c'était plus une spiritualité dans le sens de la recherche profonde du sens pour soi-même et puis Hmm. des gens qui nous entourent. Hmm. Ouais, ok. Alors, Alors, on arrive vraiment, dans le fond, pour toi, l'écriture de ton livre, je le remonte à tout le monde, là, il est vraiment excellent. Là. L'écriture de ton livre, c'est comme c'est un aboutissement, c'est... oui, ce qui est arrivé, c'est que j'ai enseigné le dialogue pendant 15 ans à l'Université Laval, Hmm. le dialogue de groupe que j'ai enseigné. J'ai pratiqué le dialogue thérapeutique en tant que thérapeute et j'ai aussi beaucoup pratiqué le dialogue dans le coaching parce que je m'étais formée aussi en coaching intégral. Donc, je me suis dit à un moment donné, est-ce que c'est les mêmes dispositions qu'on utilise partout quand on est en dialogue? Qu'est-ce qui est commun? Et puis là venait la question de le dialogue qu'on a avec soi, est-ce que ça peut rentrer aussi dans la compréhension profonde du dialogue? Alors, c'est un peu une synthèse des expériences que j'ai faites de dialogue de groupe, de dialogue interpersonnel et aussi dans une forme de journal que j'ai écrit qui s'appelait le journal d'Ira Progoff. C'est un journal intensif où il y a toute une section sur les dialogues avec soi-même, avec la vie, avec le travail, on utilise le dialogue pour aller au fond de soi-même. Alors, j'ai essayé d'aller au cœur de ce qui reliait ces choses-là. OK. Et dans le fond, dans ton livre, on le voit bien parce que tu parles déjà de trois types de dialogue, là, hein, le dialogue intérieur, le dialogue en tête-à-tête et le dialogue de groupe. Puis tu parles aussi, tu appelles ça, attends là, comment tu appelles ça déjà? Les clés du... Les dispositions intérieures? Oui, les dispositions intérieures au dialogue. Il y a 6 clés de disposition intérieure. On va en parler pendant notre entretien, mais avant, j'aimerais ça que tu me parles de la valeur ajoutée pour toi du dialogue dans notre société. Ben, je la connais, mais je voudrais la partager aux autres. Je voudrais que les autres sachent pourquoi c'est si important aujourd'hui le dialogue selon toi dans notre société pour l'avenir d'une certaine façon de notre humanité. Oui, en fait, il y a deux raisons principales qui m'apparaissent. La première, c'est qu'on n'a jamais été dans une situation aussi complexe par rapport aux relations humaines. Autrefois, l'étranger était ailleurs. Alors, on faisait un voyage, on allait voir l'étranger chez lui. Si on voulait voir des Chinois, on allait en Chine. Il y avait très peu de personnes d'ailleurs qui étaient dans le giron social dans lequel on évoluait. S'il y avait quelqu'un, comme dans la ville de Québec où j'ai grandi, il y avait un Chinois qui faisait le lavage, là, c'était un blanchisseur, puis il reprisait des vêtements. Mais ce n'étaient pas des gens avec qui on devait entrer en contact. Maintenant, il faut composer une société avec des gens qui ont des valeurs différentes, avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des attentes différentes. Et le seul moyen que je peux voir de ne pas démoniser les uns et les autres, c'est de rentrer en dialogue pour comprendre, parce que moi, je crois qu'au fond, il y a des valeurs universelles. C'est dans la manière de les exprimer que c'est différent. Puis on peut se rencontrer en questionnant, en demandant aux personnes quelle est l'expérience qui t'a amené à voir les choses de cette façon-là, en étant curieux plutôt que jugeant. Hmm. Alors ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles je trouve que le dialogue, on doit le pratiquer, on doit le mettre à l'ordre du jour un peu partout. Même, par exemple, un organisme comme SEV met le dialogue avec les enfants, initie les enfants au dialogue dès l'âge de 6, 7, 8 ans en créant des ateliers de philosophie avec eux. Alors, il y a un besoin de questionner, il y a un besoin de voir nos modèles mentaux puis d'en parler avec d'autres. La deuxième chose, c'est qu'on devient vite accro à la communication rapide. Et même moi qui prêche le dialogue, je me rends compte que je dois faire très attention parce que c'est très excitant d'avoir des réponses rapides, de consulter Internet, d'aller sur Facebook, de lire les nouvelles rapidement, parce qu'on est stimulé, mais on n'est pas
mis au défi parce qu'en général, on est informé dans une bulle de filtre. Ça, c'est une bulle de filtre, ça veut dire il y en a qui appellent ça une chambre d'écho, c'est-à-dire que si on aime quelque chose, si on a un certain type d'opinion, les grandes chaînes ou compagnies comme Facebook ou Google vont toujours nous renvoyer des choses dans lesquelles on croit et vont toujours nous renvoyer notre propre image. Alors, si bien qu'on perd la patience pour des opinions différentes des nôtres, parce qu'on est tellement nourri par des choses qui nous ressemblent. Hmm. Alors, il faut dépasser ça. Il faut aller vers l'autre. Il faut aller vers le questionnement de nos croyances chéries, parce que des fois, elles ont des limites très importantes pour là où on est rendu. Oui. Puis pour faire face d'une certaine façon à nos enjeux de société. Oui, oui, oui. Puis on peut prendre des enjeux de toutes sortes. Il y a les enjeux de l'immigration, mais il y a les enjeux, par exemple, de la vaccination, autour de la santé, l'euthanasie. Il y a toutes sortes, ou l'aide à mourir, disons que c'est moins pire que l'euthanasie. Mais on n'a jamais eu autant de questions éthiques parce que la capacité technologique qu'on a maintenant et la capacité de transport qu'on a maintenant, et toutes ces capacités-là nous mettent devant des enjeux qu'on n'a jamais connus et dont il faut parler. La reproduction assistée, par exemple, Hmm. jusqu'où on va, les mères porteuses, maintenant la polysexualité ou le polygenre, en fait, parce qu'il Hmm. y a des gens qui veulent la liberté d'avoir un genre une journée puis un autre genre le lendemain. Euh, Tout ça, c'est des confrontations à la façon dont on a été élevé. On ne sait plus qu'est-ce que c'est d'être un bon parent, un bon citoyen, d'être un bon travailleur, parce que on n'est plus face aux mêmes réalités. Donc, il faut en parler. Hmm. Hmm. Et dans le fond, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, quand on veut définir c'est quoi le dialogue, on le fait souvent en contradiction, dans le fond, avec le débat ou avec la recherche de consensus à tout prix. Hein. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur comment tu définis le dialogue comme tel? En fait, le dialogue, c'est une recherche de sens commun. Hmm. Souvent. Et que ce soit un dialogue avec soi-même, avec une autre personne en tête-à-tête ou avec un groupe, l'idée du dialogue, c'est de faire circuler le flux des idées, des émotions, des façons de voir pour que de cette circulation de la parole et du silence, parce que des fois un bon dialogue a des silences, mais dans cet échange-là naisse quelque chose qui est plus grand que chacun. Et on a tous des expériences dans notre vie de ces conversations. On aurait voulu que ça dure tout le temps. Le temps était suspendu. Il y avait ce flux-là. Ça, c'est le plaisir du dialogue. C'est les moments de quintessence du dialogue. Hmm. Alors, pour moi, le dialogue, c'est de créer des circonstances où, au lieu d'être défensif, au lieu d'être en jugement, d'être dans un questionnement dur, ce qui est le débat, c'est un Oui. questionnement dur pour Ou montrer en, que l'autre a tort. ouais, ouais, en opposition, là. Ouais, c'est ça. Oui, alors c'est ça. On essaie, dans le débat, on essaie c'est la loi du plus fort. Il y en a Hmm. qui disent c'est la loi du mieux engueulé Hmm. qui prévaut. C'est la personne qui a le plus de rapidité, ce genre d'intelligence de mettre l'autre personne dans le coin. Puis à un moment donné, on a un gagnant, puis on a beaucoup de perdants. Et les perdants vont peut-être se soumettre là parce qu'ils ont perdu le match, mais ça va avoir des répercussions de revanche et puis de non-engagement et tout. Alors que le dialogue est basé sur la recherche de pourquoi, on remonte l'échelle d'inférence, si tu veux. On va aller chercher pourquoi une personne est arrivée à voir une question de la façon dont elle la voit, et puis on va proposer ou on va offrir notre propre échelle d'inférence. J'ai vu ça, j'ai observé ça m'a fait telle chose, je suis arrivée à telle conclusion, puis ça a été confirmé dans ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai cette supposition-là. Alors là, au moins, on a du matériel pour creuser, puis pour se comprendre. Hmm. Alors, le dialogue vise la compréhension et le débat vise le gain d'une position par rapport à l'autre par la force verbale.
Mhm. Oui, puis l'expression est bonne, hein, d'élargir son champ de conscience parce que, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, dans les pratiques qu'on a fait avec toi, le fait de, des fois, être exposé à des gens qui pensent différemment, des fois qui sont en contradiction avec ce qu'on pense, ça nous permet d'amener des nuances. Ça ne veut pas dire qu'on va changer complètement d'idée, mais il y a comme un élargissement de notre capacité de voir cette réalité-là, tu sais, de façon plus grande, moins polémique aussi. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je sors tout le temps de mes rencontres, là, puis je suis comme, je suis vraiment comme extasiée. Je me dis toujours, wow, tu sais. Oui, oui. En fait, ce que j'aime voir, c'est quand notre contenance, qu'on est capable de contenir sans paniquer à l'intérieur de nous, notre contenance s'agrandit Hmm, et les personnes qu'on accepte comme étant euh, comme soi, si on veut, étant son partenaire dans la recherche de ce que c'est d'être un être humain. Là. En tout cas, on peut accueillir plus de gens. Notre contenant est plus grand et on a moins d'ennemis parce qu'on a moins peur de pousser les frontières de ce qu'on pense. Donc, hmm, le nous peut inclure des gens qui ne l'incluaient pas avant. hmm, Et ça, c'est vraiment important. Et c'est un défi, un grand défi de notre société maintenant. hmm. Très intéressant. Puis, dans le fond, ça m'amène à, voyons, je l'ai encore perdu, mais les clés, les fameuses clés, là, Les dispositions intérieures. les dispositions intérieures, parce que la première disposition, toi, tu en nommes 6 pour vraiment établir un bon dialogue entre, Oui. que ce soit au niveau de son dialogue intérieur, au niveau du tête-à-tête ou du groupe. Et le premier, c'est justement d'accepter d'être en lien. Tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, accepter d'être en lien, c'est justement en lien avec toutes les parties de soi-même, même les parties sombres qu'on aimerait mieux pas avoir, là, Mhm. parce que je peux être en lien avec ma lumière, mais avec mon ombre aussi, mais être en lien avec les gens qui nous entourent, et puis être en lien aussi avec le monde, dans le monde entier. Donc, ça me fait penser à une citation de Edgar Morin. Edgar Morin disait: Soyons frères, non pas parce que nous serons sauvés ensemble, mais parce que nous sommes perdus ensemble. Ah. Alors, l'idée, c'est qui est-ce que je considère comme mon frère? Qu'est-ce que je considère Mhm. comme étant dans ma gang? Et ça, c'est un élargissement. Donc, je pense que c'est une démarche de toute une vie d'augmenter sa capacité d'être en lien avec soi, en lien avec ses défauts comme ses qualités, en lien avec ses faiblesses comme ses forces. Ensuite, être en lien avec une autre personne dans l'acceptation le plus inconditionnelle possible. Je ne pense pas que l'acceptation totalement inconditionnelle soit possible tout le temps, mais, ben, même rarement, mais ce que je veux dire, c'est alors dans les gens qui nous entourent et ensuite l'acceptation que on est les êtres humains, les animaux, on est des êtres vivants qui partageons cette planète. Mhm. C'est un travail d'évolution intérieure. Mhm. Parce que c'est plus Oui, facile. excuse. Oui, hier, je parlais à un plombier qui n'est pas gentil du tout, là, à mon avis. C'était mon jugement. Moi, j'espère qu'il ne nous écoutera pas. Oui, pas trop. Mais quand l'idée, le premier truc, c'est de dire, ben, en tout cas, lui, il fait partie des pas fins, mais il y a aussi en arrière de ça, il y a un être humain avec qui je suis en lien, au moins pour une tâche à accomplir. Alors, c'est de se rappeler que ceux qu'on veut mettre à côté, de l'autre côté de notre clôture, ils sont aussi en lien avec nous. Hmm. Puis dans ton livre, je voyais aussi, tu sais, au niveau de l'intérieur, tu disais d'être en tête à tête, mais justement d'être en lien avec soi-même et de dialoguer avec différentes dimensions de qui on est, tu sais. Nos moins belles versus nos belles, puis de se créer des dialogues comme ça Oui. pour apprendre à mieux se connaître, hein. Mais quand on gratte un peu, on va trouver en soi quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui a la colère facile et tout. C'est sûr que c'est pas notre persona régulière, mais on a une graine de tous les comportements humains. En Hmm. fait, la phrase qui m'a le plus euh, formée dans ma vie, ou le plus interpellée dans ma vie, c'est une phrase d'un dramaturge latin qui s'appelait Terence. Puis il avait dit: Je suis humain et rien d'humain ne m'est étranger. Et je pense que ça a guidé ma vie. Est-ce que je peux considérer que
Je suis humaine et rien d'humain ne m'est étranger. Et ça, l'expérience dans les pénitenciers, par exemple, est-ce que je suis si loin que ça de ce meurtrier? Est-ce que je suis si loin que ça de ce gars qui a volé et tout ça? Et de se fréquenter dans ce qu'on aimerait mieux pas voir, ça nous aide à fréquenter le reste du monde, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Puis de toute façon, dans les autres, on reconnaît des parties de nous-mêmes. Hein. Ah ben oui, c'est ça. Mais en fait, pas toujours. C'est ça l'idée le dialogue demande beaucoup d'auto-observation. C'est que quand on ne veut pas reconnaître quelque chose en soi, on le projette sur quelqu'un d'autre. On fait ce qu'ils appellent en anglais du scapegoating, ou on trouve des boucs émissaires. Alors, par exemple, dans un contexte de travail, s'il y a vraiment des problèmes dans une équipe de travail, il faut faire attention parce que ça se peut qu'on mette tout le mal sur une personne puis qu'on ne voit pas sa propre contribution à la situation difficile au travail. Alors ça, c'est, comme tu sais, dans les dialogues, quand on fait la réflexion sur le dialogue après, l'invitation est de s'auto-observer. Qu'est-ce que j'ai pas osé dire? Qu'est-ce que j'ai bloqué? Qu'est-ce qui m'a ouvert? Qu'est-ce qui m'a fait peur? Alors ça, sans auto-observation, il n'y a pas de dialogue, il y a juste la projection. Bien. Alors, ben justement, bon, donc il y a l'auto-observation, d'accepter d'être en lien, puis la deuxième clé pour toi, c'est d'écouter jusqu'aux os. Oui, alors ça, écouter jusqu'aux os, c'est une expression qui vient des enseignements de Qigong. Il y a différents niveaux d'écoute. Je peux écouter avec mes oreilles, c'est un premier niveau, c'est les sensations des mots qui rentrent dans moi. Je peux écouter avec mes émotions, je peux écouter même avec mes sensations. Mais écouter jusqu'aux os, ça veut dire que j'écoute tellement que je suis capable de m'imprégner de la réalité de l'autre. À un moment donné, c'est comme si tout ce que l'autre dit, je peux le sentir. Carl Rogers était extraordinaire, le grand psychologue Carl Rogers, qui disait, si seulement je peux voir le monde comme l'autre le voit, à ce moment-là, je lui donne une liberté. Parce qu'à ce moment-là, en le voyant, je lui permets de se voir lui-même un peu plus. Et pour moi, c'est ça. Puis j'accepte pas toujours de m'imprégner de la réalité de l'autre, parce que des fois, la réalité de l'autre nous fait peur. Des fois, la réalité de l'autre nous dégoûte. Des fois, la réalité de l'autre nous excite. Mais ça, à ce moment-là, on voit plus l'autre, on est dans notre émotion. Oui, parce Alors, que voir à travers les yeux des autres, c'est pas nécessairement penser comme l'autre. non, 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 non. C'est de le comprendre. Simplement, oui, c'est se laisser imprégner. Ah, je comprends d'où la personne vient. Je comprends comment il ou elle voit le monde. Et là, je peux avoir une impression, on est beaucoup formé de ça en thérapie. Les premiers cours que j'ai eus en Gestalt, c'était de regarder quelqu'un marcher, de regarder quelqu'un s'asseoir. Puis comment on est quand on marche comme ça? Comment on est quand on s'assoit comme ça? Comment on est quand on regarde par terre? Comment on est pour pouvoir m'imprégner de cette posture physique et de ressentir le monde de l'autre. Alors, dans le dialogue, se rappeler qu'on peut s'imprégner de la réalité de l'autre quand l'autre nous dit quelque chose d'aberrant pour nous, dire oups, comment on est quand on a ça dans la tête. Là. Alors, ça nous permet aussi de mieux composer avec ces oui. différents points de vue-là, ces différentes réalités-là aussi, de se positionner aussi. Puis de poser des questions d'une façon qui est avec un questionnement chaleureux, un questionnement pour comprendre, pas un questionnement d'enquêteur général, là, je vois un peu à la Socrate qui disait, je vais amener, par le questionnement, j'amène une personne à faire face à l'absurdité de sa position. C'est pas dans ce dialogue-là que j'enseigne. L'idée du questionnement, c'est de s'ouvrir à la réalité de l'autre en la comprenant, mais aussi des questions, quand elles sont posées chaleureusement, ça ouvre l'autre à sa propre réalité aussi. C'est-à-dire que ça aide l'autre à penser « Ah, j'avais pas vu ça ». Mais si c'est fait d'une façon confrontante, à ce moment-là, l'autre personne se ferme, elle ne s'ouvre pas. Et c'est donc ta troisième clé. Non, c'était ta quatrième, celle-là, questionner dans un esprit de curiosité.
curiosité chaleureuse. Oui. Il y en avait une autre, la troisième, qui était suspendre nos présuppositions. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? On ne peut pas avoir de présuppositions. On en a énormément, des présuppositions. On a des présuppositions sur qu'est-ce que c'est que d'être bien habillé. On a des présuppositions sur comment une école doit fonctionner quand on envoie un enfant à l'école. On a des présuppositions sur comment on met la nappe. Et aussi, on en a sur une charte des valeurs. Qu'est-ce que c'est? C'est tout un ensemble de modèles mentaux avec lesquels on dirige notre propre vie. On ne peut pas réinventer le monde à partir de zéro chaque matin. Donc, on apprend des choses, on fait des généralisations dans notre tête, puis on dit, ça doit marcher comme ça. Et c'est ça qui est... quand on est dans le dialogue, l'invitation qui est faite, c'est de suspendre pendant quelques minutes ses propres présuppositions, d'abord pour les voir, mais aussi le temps d'en entendre d'autres. Alors donc, disons qu'on parle d'une question de l'heure, les femmes voilées, par exemple. C'est impossible qu'on n'ait pas des suppositions sur ça. Maintenant, c'est différent d'avoir une supposition qui devient un dogme pour ou contre que d'avoir une supposition qu'on dit, bon, ben pendant un bout de temps, je vais juste m'ouvrir à voir qu'est-ce qu'il y en est, puis je vais mettre ma supposition, je vais la suspendre pendant que je cherche, quitte à revenir à ma supposition si c'est la meilleure position que je pense qu'il peut avoir. Mais c'est plus difficile qu'on croit Ah, de suspendre une position. ah oui, oui, complètement. Puis aussi parce que dès qu'on suspend puis qu'on accepte de s'ouvrir, tu sais, je ne sais pas si c'est notre ego en partie, mais tu sais, on cherche à se protéger puis se protéger aussi dans nos croyances. Alors, on se sent toujours un petit vertige, hein? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Dans le fait de se laisser imprégner, puis de se laisser mettre en doute au niveau de nos convictions, de nos croyances, et tout ça, là. Des fois, moi, je suis sortie des rencontres de dialogue avec ce petit vertige-là, la joie là, d'élargir mon esprit, mais aussi le petit vertige de, whoop, à un moment donné, me sentir dans le vide par rapport au fait d'avoir quelque chose qui est en train de se défaire, tu sais, une croyance qui est en train de se défaire pour laisser place à autre chose. En tout cas, moi, je connais personne qui a plus que, disons, 50 ans, qui n'est pas confronté à ces suppositions sur la sexualité ou le genre, l'identité, ça, dans le moment, dans la société. Et donc, parce que la société évolue, on est tous confrontés à des questions si on vieillit ou on voit des gens qui meurent, l'aide à mourir, ce qui est possible techniquement. Donc, avant de décider, le problème, c'est qu'on décide très rapidement, étant donné que, comme je disais au début, si on va sur Internet, ces moteurs de recherche sont organisés pour nous renvoyer toujours les choses dans lesquelles on croit. Donc, on est sûr qu'on a raison. Et puis, il y a un danger, parce qu'il y a un danger de se rigidifier comme individu, chacun de notre côté, là. Oui, oui. Puis dans le monde du travail, à un moment donné, c'est la mode. Et là, il faut regarder les modèles mentaux à deux niveaux. Si c'est la mode de penser à une organisation sans hiérarchie, là, on en parle beaucoup. Et puis, alors tout d'un coup, quelqu'un va décider, bon, ben là, on abolit les chefs d'équipe, c'est des équipes autogérées quand même. Alors là, on impose un modèle mental, sauf que, comme me disait une jeune gestionnaire, les gens, ils en veulent pas tous des équipes autogérées. Il y en a qui veulent un patron, il y en a qui veulent quelqu'un pour prendre des décisions. Alors là, on est tout mêlés. Il y a ceux qui trippent sur les équipes autogérées, puis il y a ceux qui cherchent quand même à ce que quelqu'un d'autre prenne les décisions, mais on ne parle pas du fait qu'on est mal à l'aise parce que c'est à la mode d'avoir des équipes comme ça. Donc, l'idée de creuser les modèles mentaux, c'est d'aller jusqu'au fait de tout dire sur comment ce modèle-là nous affecte, de le déballer, quoi. Et à la rigueur de trouver sa propre méthode, oui. Sa propre méthode ou sa propre conception, parce qu'on en a discuté en groupe, puis voilà. On a dialogué sur le sujet. C'est ça, puis on a co-créé une formule qui peut inclure une perception et l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut trouver un métamodèle qui va à la fois accommoder les uns et les autres, et c'est la création du dialogue qui va faire ça.
Mais si on passe par, on peut être aussi très autocrate en imposant la non-autocratie, on le fait d'une façon autocrate. Alors là, il y a des contradictions. Alors, Oui, tout à fait. ça, Oui, ça oui, tout m'amène. à fait. Ben oui, puis c'est beaucoup ça avec les nouveaux modèles, hein. Il Ben faut faire oui. attention de ne pas les imposer. C'est Oui, des modèles qui se veulent très démocratiques, mais on les impose. oui, c'est ça. OK, eh ben, on parle de créer un sens nouveau qui était la sixième clé aussi, mais j'aimerais revenir au fait que tu dis que la cinquième clé, c'est aussi respecter la parole et le silence. Oui. Mhm. Alors, euh, il y a il y a comme quelque chose de sacré dans un dialogue. Et que ça, même quand c'est un dialogue avec juste une autre personne, mais dans le dialogue de groupe, quand on est 15 ou 20 à parler ensemble, c'est particulièrement important. Mais c'est important partout. Euh, la parole, c'est le moyen qu'on a, nous, comme mammifères évolués, ou en tout cas, on se croit évolués. Notre meilleur moyen de communication, c'est la parole, mais on ne peut pas parler n'importe comment. Dans le dialogue, il y a un souci d'exprimer avec une parole juste, avec une parole respectueuse, ce qu'on ressent, ce qu'on pense et tout ça. Alors, j'ai déjà eu la mauvaise expérience d'avoir quelqu'un qui sacrait à tous les deux mots dans un dialogue et c'était très désagréable parce qu'il n'y a pas de profondeur, la parole n'est pas respectée. Plus on raffine notre capacité d'auto-observation, plus notre conscience s'élargit, plus on essaie de trouver les mots justes pour exprimer les choses. Alors, c'est ça, la parole, on ne parle pas n'importe quand, on parle quand on est mu par quelque chose d'intérieur qui dit, je pense que ma parole ici va ajouter au flux du sens avec l'autre personne ou dans le groupe. Alors, il y a cette sensibilité au contexte, cette sensibilité à quand parler, comment parler et quand se taire. Et se taire, c'est pas de décrocher. Et ça, dans le dialogue, euh, on pratique ça beaucoup. Est-ce que je suis capable d'être là, de donner toute ma présence au dialogue et rester en silence, pas de décrocher pour aller faire ma liste d'épicerie ou de décrocher pour régler dans ma tête un autre problème. Je reste entièrement présent, mais c'est pas le bon moment pour moi pour parler, ou c'est un moment où je pratique l'écoute jusqu'aux os. Alors, cette qualité de silence, elle est très différente quand on est en silence et en pleine présence, elle est très différente de quand on est en silence parce qu'on a décroché. Puis on le sent. Parce qu'il y a tout le côté énergétique dans un dialogue. Et Mm. quand que ce soit un dialogue en tête à tête ou un dialogue en groupe, on sent l'énergie du groupe. Si le groupe s'emmerde, on le sait parce que l'énergie tombe et on pratique le dialogue pour devenir de plus en plus sensible à l'énergie à ce qui circule, qui est pas, qui est de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de l'énergie. Et ça, c'est des qualités, des méta-qualités du dialogue aussi. Mm. Et ça vient avec le respect de la parole et du silence. OK. Ouais. Et tu en as parlé un peu sur le fait de la co-création d'un sens nouveau, mais j'aimerais aussi que tu développes un peu sur l'élargissement justement du niveau de conscience, parce que c'est fondamental hein, dans le dialogue. Oui. À tout moment dans le dialogue, euh, on a le choix d'observer trois éléments et on ne peut pas les observer en même temps, mais on peut varier son focus. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que des fois, quand on est pris dans la parole et tout ça, on perd le contact avec les sensations et les émotions qui se passent à l'intérieur de moi. Alors, l'élargissement de la conscience, c'est de devenir de plus en plus proprioceptif de son expérience, d'être capable d'aller, s'il y a un peu de colère qui est en train de monter, de la ressentir pendant qu'elle monte. Alors donc, on sait qu'on est rentré dans cette énergie-là. S'il y a un peu de tristesse qui monte, on va le sentir dès le moment où l'énergie commence, la tristesse commence à nous habiter. C'est une forme de développement de la conscience. La deuxième forme de développement de la conscience, c'est justement d'écouter l'autre avec une telle attention qu'on est capable de rentrer
je suis plus habitée par mon ego, par mon je, par mes besoins, mais je suis capable d'être complètement ouvert, vide par rapport à l'autre, dans le sens que moi, je ne prends pas de place, je laisse la place à l'autre. C'est un grand élargissement de la conscience, c'est tout le développement de la compassion, puis du non-ego. Mais alors, il y a ça. Puis le troisième, c'est la perception des énergies, la perception de ce qui nous relie, l'intuition. Alors, quand la conscience est très raffinée, l'intuition est développée. L'intuition de ce qui s'en vient, l'intuition de ce qui habite un groupe, de ce qui habite les gens. Alors ça, c'est un autre élargissement de la conscience. Et quand on est capable quand on a raffiné notre conscience à ce point-là, le grand cadeau, c'est qu'il y a beaucoup moins de peur. On peut entretenir beaucoup plus de sujets, on peut accepter beaucoup plus d'expressions d'émotions sans perdre les pédales puis prendre un mode défensif. C'est ça. On en a tellement besoin dans nos organisations, Marielle. Oui, exactement, hein, c'est vrai. Puis je travaille avec des organisations qui essaient de vivre ça, de faire ça. Puis c'est qu'on est en chemin. Il ne faut pas se fâcher contre soi-même ou contre le monde. On n'est pas rendu au bout de ce chemin. C'est le chemin le plus exigeant de développer sa conscience et d'être ouvert et d'avoir le moins peur possible. Et le débat fait peur, tandis que le dialogue, quand il est bien fait, le dialogue enlève de la peur. Mais moi, ce que je trouve un des obstacles, c'est souvent dans la vie, tu sais, les organisations qui se veulent performantes, il faut aller vite, il faut trouver des solutions rapidement. Il y a peu de place à un réel dialogue, hein? C'est vrai, oui, tout à fait. La vitesse est un grand ennemi du dialogue. Ça prend du temps pour faire un vrai dialogue. Donc, quand on est dans la vitesse, dans la performance, déjà, la performance, qui est notre religion du 21e siècle, et c'était aussi au 20e siècle, mais déjà, c'est un présupposé sur ce que ça prend pour avoir une bonne société. Et c'est quoi la performance? Est-ce que la performance, c'est vraiment si comme on la comprend, là, avec des critères à rencontrer, du temps pour faire, dans le domaine de la santé, 10 minutes pour tel acte, 15 minutes pour un autre, vous n'avez pas le droit d'en prendre 16. Bon, tout ça, cette notion de performance, c'est un gros modèle mental qui fait burn-out, qui fait des gens mal soignés, qui fait toutes sortes de choses. Alors, c'est ça, le dialogue, on va au moins questionner ces choses-là. Mais juste pour s'asseoir avec une équipe, puis dire, on va aller au fond de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis c'est pas en mettant plus de jalons ou de mesures de performance qu'on va le régler. De créer le dialogue au sein des équipes, au sein d'une organisation, pour réfléchir, dans le fond, aussi à ses façons de faire, puis à ses présupposés. Mon Dieu, ce serait merveilleux. Est-ce que tu connais des organisations qui le font? Ben, il y a des organisations qui mettent plus de place. C'est des nouvelles organisations au Québec. À la Maison des leaders, il y a beaucoup d'encouragement pour que les jeunes leaders essaient ça. Et puis, il y a Frédéric Laloux qui est un modèle qui donne beaucoup d'inspiration pour aller vers ça. Mais quand une organisation commence à être cotée à la bourse, là, il y a des impératifs de performance qui deviennent obnubilants. On ne voit plus rien d'autre. Il y avait un professeur à McGill qui parlait justement des dialogues qu'on n'a pas. Il parlait c'était il y a quelques années, d'un endroit qui faisait des réfrigérateurs. Et puis, leur réfrigérateur avait la cote, c'était des bons réfrigérateurs. Puis tout d'un coup, ils se sont mis à baisser dans la vente des réfrigérateurs. Et ils ont décidé que c'était un problème de marketing. Il n'y a personne dans l'organisation qui s'est parlé parce que le président de la compagnie était un ingénieur
Et puis, lui, il trouvait que l'ingénierie de ce réfrigérateur-là était si extraordinaire que ça devait être le marketing, sans jamais poser de questions. Mais un concurrent avait fait un réfrigérateur qui t'avertit quand la porte reste ouverte. C'est un réfrigérateur qui avait un tableau de bord sur c'était les nouveaux réfrigérateurs. Mais comme ils ne voulaient pas questionner l'ingénierie, ils ont perdu toute la bataille et puis ils ont mis des fortunes dans le marketing. Et c'était pas là qu'était le problème. Et c'était le modèle mental du président qui disait l'ingénierie est parfaite. Alors, quand on mène une organisation, on peut se parler dans l'équipe, mais il faut se parler entre équipes parce qu'il y a des questions qui sont qui traversent les équipes et qui sont interreliées. Oui. Alors, Puis même entre organisations aujourd'hui, hein, on le voit de plus en plus on travaille tous vers un sens commun. Par exemple, la santé, ben, il y a plein de partenaires qui travaillent pour la santé, puis oui. c'est quelque chose de beaucoup plus grand comme tel que l'organisation. Oui, c'est ça. Alors, tout ça, c'est la manière dont on se rencontre. Et ma proposition, c'est que de développer en soi l'attitude du dialogue, c'est comme ça. Si on est soi-même un porteur de dialogue, on va dénouer des choses juste par notre façon d'être. Il y a des gens qui sont des porteurs de débat. Ils rentrent quelque part, puis le débat commence. Mais il y a d'autres gens qui sont des porteurs de dialogue. Ils rentrent quelque part, puis ça se dénoue. Et nos pratiques de dialogue, nos pratiques mensuelles de dialogue, les ateliers qu'on fait autour du dialogue, pour moi, c'est pas pour qu'un groupe demeure et fasse du dialogue ensemble pendant 10 ans, c'est pour qu'on devienne tous des meilleurs porteurs de dialogue là où on passe. Oui, tout à fait. Dis-moi justement, concernant tes ateliers de formation pour le dialogue, les gens peuvent te rejoindre où s'ils veulent, là, à la suite de cet entretien-là, s'ils veulent communiquer avec toi parce qu'ils veulent joindre un groupe de dialogue? Est-ce qu'il y a... Oui, alors, je peux donner seulement mon adresse courriel. Il y a une page Facebook qui s'appelle Nous en dialogue, NOUSENDIALOGE, qui pourrait être, disons, plus nourrie. J'ai pas la fibre technologique très, très développée. Mais il y a aussi mon courriel, Marcham, MARCHAM, à vidéotron.ca. OK. Vidéotron.ca. Je vais annoncer d'ici la fin du mois d'août, d'ici la semaine prochaine, je vais annoncer un cours d'initiation au dialogue, un à Montréal et un dans l'Outaouais bientôt. Et il y aura aussi un cours sur le dialogue et le développement de la conscience et un cours pour les gens qui ont fait beaucoup de dialogue sur la conscience autobiographique et dialogue. Alors, ça, c'est le programme pour cette année. OK, bien, très bien. Ben, c'est super. Puis ton programme, c'est aussi ton livre parce que traduit en anglais. Oui, et alors il sort en anglais en Angleterre le 23 octobre. Bravo, c'est vraiment merveilleux. Et puis, Il est sorti en France. Je ne sais pas si les il est entrevues... sorti en France, là? Oui? Oui, il est OK. sorti en France avec la maison d'édition Hermann. OK. Alors, avis aux Français, le livre de Marie-Ève est sorti, il est excellent. Alors, ben, écoute, Marie-Ève, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aurais aimé partager avant qu'on termine notre entretien? Ben, je vais juste revenir sur cette phrase de Thérence dont j'ai parlé. Je suis humain et rien d'humain ne m'est étranger. Je vous dirais que pour moi, tout le travail que j'ai fait dans le dialogue depuis des années, c'est pour que je sois capable de dire rien d'humain ne m'est étranger et de rencontrer l'autre de plus en plus et de moins en moins encombré par mes propres peurs ou modèles mentaux, quoi. Alors, je pense que c'est une démarche de longue haleine. Et puis, dans le domaine organisationnel, on en a grandement besoin parce que tout est chamboulé et qu'on n'aura pas, on n'aura plus des structures qu'on adopte pour les 10 prochaines années. On n'aura plus ça, des plans quinquennaux puis des trucs comme ça.
ça va trop vite. La seule chose qui reste, c'est de se parler parce que la réalité nous rattrape tout le temps. Puis si on est capable, pour être capable de prendre la décision juste au bon moment, il faut s'informer de ce qui est là maintenant. On n'est plus dans les grands plans stratégiques. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça ait marché dans le passé, mais en tout cas, encore moins maintenant. Alors, c'est la présence, en fait. La grande stratégie actuelle, c'est la présence. Très bien. Écoute, merci. Merci énormément. C'est vraiment intéressant. Puis, je te trouve très, très inspirante. Vraiment, je te remercie. Et bon, voilà. Alors, pour nos auditeurs, ceux que ça intéresse, alors, vous pouvez vous procurer le livre où déjà? Partout en librairie? Il est à Renaud-Bré, Amazon, Archambault, puis les presses de l'Université Laval aussi. OK, c'est bon. Alors, oui. Alors, sachez aussi qu'il y a tous les entretiens du Web Sommet Réinventer la gestion sont sur mon site web à l'adresse suivante www.lagestionréinventée.com. C'est gratuit. Alors, je vous invite à aller les consulter pour, dans le fond, découvrir de nouvelles façons de percevoir, de penser et d'agir en leader. Merci encore, Marie-Ève, vraiment. Puis, ben, écoute, on se retrouve au groupe de dialogue. D'accord, merci. Merci à toi.